Bonjour, chronique jeu de rôle aujourd'hui et absurdement bavarde. Oui, je me suis un petit peu étendu là tout de même, ça devient grave. Bon, on va faire avec, hein. Chronique sur pas n'importe quoi, puisque je vais causer des contrées du rêve, donc la réédition toute récente de ce supplément mythique de l'appel de Cthulhu pour la V7, qui faisait partie d'un gros crowdfunding, avec une édition prestige dont je vous parlerai en tout, mais volume par volume. Donc je commence aujourd'hui avec les contrées du rêve, comprendre au sens strict le supplément qui porte ce titre très précisément. Sans détour est toujours plus à fond dans les financements participatifs, semble-t-il, et au point où c'en est parfois agaçant peut-être. Je plaide coupable, je n'ai pas été le dernier à râler ou au mieux à me montrer sceptique, et ce dès le trouvage de corbeau de la 7e édition de l'appel de Cthulhu, qui s'est pourtant avéré tout à fait pertinent alors, mais à culpa qu'en 2 mois. En outre, j'ai l'impression que l'éditeur a su tirer les leçons d'expérience encore récentes, comme celle des 5 supplices avec sa mythique sacoche, pour s'en tenir désormais à du matériel utile sans trop le parasiter de gadgets malvenus. Et ma foi, le crowdfunding dont je vais commencer à vous parler aujourd'hui, celui des contrées du rêve donc, un beau succès, était pleinement justifié, tout à fait intéressant et a débouché sur une quantité appréciable de matériel pour un prix finalement tout à fait décent. C'est donc le premier de ces financements à m'avoir botté, et je ne regrette certes pas aujourd'hui d'y avoir participé, ce qui n'exclura bien évidemment pas des critiques dans le détail. Précisons en outre que les délais ont été globalement tenus, ce qui est loin d'être toujours le cas en la matière. Combien de financements participatifs rôlistiques qui végètent pendant des années, je ne citerai pas de nom. Mais j'ai donc reçu il y a quelque temps de cela un très volumineux colis contenant mon édition prestige des contrées du rêve pour l'appel de Cthulhu. Et c'était, ma foi, une très jolie boîte, avec plein de choses dedans et globalement utiles, dont de très belles cartes, très grand format, et si la lisibilité est peut-être parfois un peu problématique, j'avoue que le gigantesque poster de la carte des contrées du rêve est absolument de toute beauté. Outre les aides de jeu préimprimées et sur un format qui les rend lisibles, un beau progrès. Combien de fois j'ai pu pester contre les aides de jeu de l'appel de Cthulhu chez Sans Détour, trop sombres, illisibles et moches. Il faut mentionner un très bel écran adapté à ce cadre de jeu tout de même très particulier, et des cartes de bestiaire, disons, fort jolies, en couleur, rigides, même si sans doute un poil gadgetoïde. Ceci dit, la seule chose totalement gadgetoïde dans tout ça est la petite clé d'argent, et ma foi, bon, ça fait partie du truc. Mais l'essentiel, c'est que nous avons de la lecture, 5 livres en fait, et que je vais donc chroniquer séparément. Cette présentation globale s'imposait sans doute, pour témoigner du contenu général de cette édition prestige, mais à partir de maintenant, je vais donc m'en tenir au seul volume spécifiquement intitulé Les Contrées du Rêve, qui constitue plus ou moins une base pour tout le reste. En leur temps viendront les 4 autres suppléments, probablement dans cet ordre: Kingsport, la Cité des Brumes, contexte et scénario, puis Le Sens de l'escamoteur, campagne, puis Murmure par-delà les songes, scénarios indépendants, et enfin La Pierre onirique, campagne. En notant que ce dernier livre, le plus court et par ailleurs le seul à ne pas bénéficier d'une couverture rigide, est un contenu exclusif de cette édition prestige, indisponible séparément et non numéroté. En forme de quoi? Il y a beaucoup de choses à dire à propos de cette 5e édition des Contrées du Rêve, adaptée à la 7e édition française de l'appel de Cthulhu. Vous suivez? Mais avant d'aborder les complexes questions du genre c'est quoi les Contrées du Rêve et on y joue comment et pourquoi, il me paraît important de commencer par envisager les questions de forme, l'impact visuel au premier coup d'œil, puis la qualité de la traduction et de la relecture. Oups, j'ai dit au moins un gros mot. Au premier coup d'œil donc, oui, c'est beau. Ce volume d'un peu moins de 300 pages est orné, comme les 4 autres bouquins, d'une très belle et très à propos couverture de Loïc Musy, rigide, mais moins épaisse que dans la gamme de la 6e édition. Pas plus mal, on ne se tue plus les bras en cours de lecture. Ce qui constitue un ensemble à l'identité graphique pertinente et cohérente. Le livre, notons-le, ose un peu de couleur, c'est pas si courant chez Sans Détour, dans un beau portfolio en milieu de volume, des variations sur le bestiaire des contrées reprises pour les jeux de cartes de l'édition Prestige, ainsi que dans les cartes des contrées du rêve et du monde souterrain des contrées qui figurent en intérieur de couverture. La lisibilité donc n'est peut-être pas irréprochable, car la carte des contrées dans sa partie occidentale surtout est très chargée,
et les frontières et côtes du monde souterrain ne sont pas toujours aisées à identifier dans toutes ces ténèbres, mais c'est du beau boulot quand même. Pour le reste, on revient au noir et blanc classique chez l'éditeur et dans la gamme, mais sur un papier de qualité supérieure, agréable à l'œil et au toucher. Les illustrations sont variées, pas irréprochables. J'ai notamment un souci avec celle reprise des produits Fantasy Flight Games, déjà un peu kitsch à la base, mais qui plus est alourdie d'un gros et vilain copyright qui bouffe tout, mais globalement pertinente, avec ça et là des reprises des éditions antérieures du supplément, mais globalement surtout du neuf, dans l'ensemble de qualité. En dépit de quelques fautes de goût occasionnelles, pas forcément le fait des seuls graphistes, cela dit, car témoignant du traitement infligé aux contrées du rêve par d'autres que Lovecraft, et notamment Brian Indicible Lumley, j'y reviendrai. Plus généralement, cela traduit le risque non négligeable de transformer les contrées en un énième univers d'heroic fantasy, là où le matériau est bien davantage propice à d'autres approches de l'imaginaire fantastique que l'on peut supposer plus pertinentes. Globalement, cela dit, c'est bien fait. Par contre, j'avoue avoir été surpris par quelque chose, et c'est que ce livre est en fait parfois un peu austère. Comme de juste la partie bestiaire, alors au sens très large, PNJ, monstres et dieux, est très abondamment illustrée, chaque créature étant dessinée, à l'exception des dieux pas spécifiques aux contrées, déjà décrits et représentés dans le manuel du gardien ou dans le Malleus Monstrorum V7. Et c'est globalement réussi donc. Les scénarios, quant à eux, sont illustrés de manière tout à fait correcte dans les standards de l'exercice, en faisant la part de l'utile et du superflu. Quand je parle d'austérité, c'est en fait dans le cadre de la description géographique des contrées. Les deux gros chapitres que sont la quête onirique de Randolph Carter et Index géographique des contrées du rêve, et qui comptent tout de même ensemble plus de 60 pages, sont très très sobres, et peut-être un peu trop. Disons qu'il y a un décalage entre le chatoiement des contrées telles qu'elles sont décrites dans le texte et leur illustration effective, rare et un peu terne. Alors on pourrait justifier ça par le fait que, par essence indescriptible, etc., mais je ne suis pas sûr que ça serait si pertinent que ça. Un cas limite, le chapitre consacré au grimoire des contrées du rêve, soit quelques livres plus ou moins maudits, mais surtout une liste de sortilèges adaptés aux contrées, certes pas si long ce chapitre, mais il ne contient pas la moindre illustration. Entendons-nous bien, je pinaille sans doute, et je fais bien évidemment primer le texte sur le graphisme en pareil cas. C'est juste que ça m'a surpris, et peut-être un peu déçu, oui, dans le cadre de pareille édition, de pareils suppléments. Le vrai problème à cet égard est en fait ailleurs, ou plutôt dans la conjonction entre cette relative sobriété et un autre principe de fabrication de ce volume, sa pagination en 3 colonnes, relativement épuisante à la lecture. Là où les illustrations peuvent de manière générale aérer le propos et en rendre la lecture plus agréable, ce volume très resserré, très dense, a, dans les chapitres mentionnés, pas tous, quelque chose de franchement fatigant. Peut-être encore aggravé par la nature d'index de ces chapitres éventuellement, qui n'est déjà pas la plus propice à une lecture suivie. Ici, les 5 supplices m'ont trompé peut-être, avec leur présentation très aérée d'une lecture très agréable, que j'avais cru à tort constituer le standard de la 7e édition de l'Appel de Cthulhu. Je n'ai parcouru qu'ultérieurement, en effet, le manuel de l'investigateur et le manuel du gardien. Pour le coup, cette pagination en 3 colonnes ne me séduit vraiment pas, donc. Pour conclure sur ce premier coup d'œil, un mot des annexes. On y trouve, et en pleine page, les cartes des villes de Céléphaïs, Lanit et Ultar, assez jolies et lisibles, même si plus ou moins canoniques. Alors, sur la base des nouvelles de Lovecraft, et tout particulièrement les chats d'Ultar, j'ai toujours envisagé Ultar comme un village, au mieux un petit bourg, pas ce genre de métropole marchande croulant sous les monuments cyclopéens. Mais bon. Outre les habituelles aides de jeu, mais donc sur un format plus grand et lisible qu'à l'intérieur du volume, un progrès appréciable. Mais la question de la forme ne s'arrête pas là. Il faut maintenant dépasser le stade du premier coup d'œil pour se plonger dans le texte, sinon encore dans le fond. Or, la traduction et la relecture ne sont pas exactement les points forts de son détour de manière générale. Ici, ce qui frappe à mes yeux, c'est la disparité des situations. Les crédits mentionnent 2 traducteurs sans se montrer plus précis quant à leurs attributions respectives, mais j'ai, quant à moi, alors peut-être à tort, eu l'impression d'une opposition entre la partie proprement contextuelle et rarement technique du supplément et les 6 scénarios qui le concluent. Globalement, la première partie m'a paru d'honnête facture, certes pas irréprochable, néanmoins correcte, si l'on ferme les yeux sur quelques difficultés qui tiennent sans doute davantage à une relecture déficiente plutôt qu'à la traduction, et j'y reviendrai très vite.
Par contre, les scénarios dans l'ensemble m'ont paru bien plus lourds et moches, perclus de répétitions notamment et de maladresses diverses, parfois au point où le texte en devenait, disons, obscur. On a lu pire sans doute, mais ça n'est jamais une excuse, jamais. Or, ce problème est sans doute accru par une relecture guère plus soignée, même si là encore 2 correcteurs sont mentionnés, outre la communauté du financement participatif qui avait reçu les versions bêta des 5 volumes en PDF et qui est ici remerciée pour sa relecture bénévole. C'est pratique. Ou peut-être le problème vient-il de ce que tant de monde s'y est mis, justement? En effet, le principal souci en l'espèce ne porte peut-être pas tant sur la qualité de l'expression, les fautes de français, les coquilles, etc., même s'il y aurait donc des choses à redire à ce propos, tout particulièrement concernant les scénarios, mais sur l'uniformisation. Dans nombre de cas, on a en fait l'impression d'une correction insérée tardivement et sans grande attention, tout particulièrement en ce qui concerne les toponymes. Une traduction se substitue à l'autre, car jugée finalement plus pertinente, mais en générant parfois de nouveaux pains, et en oubliant parfois que le même toponyme, par exemple, se retrouvait ailleurs dans le bouquin et y demeure sous son ancienne forme. L'exemple le plus flagrant concerne peut-être l'escalier onirique qui prolonge la caverne de la flamme où veillent les prêtres Nasht et Kamanta. Il est évoqué plus qu'à son tour. On trouve presque systématiquement des choses du genre la porte du plus sommeil profond. Alors, comme un mix malencontreux entre la porte du sommeil le plus profond et la porte du plus profond sommeil, j'imagine. L'évocation de cet endroit mythique dans l'index géographique renforce cette hypothèse avec les majuscules qui trinquent de manière très visible. Mais ce souci d'uniformisation de la traduction des toponymes est décidément un problème récurrent et particulièrement visible quand on compare les termes employés dans le livre et sur la carte des contrées du rêve. Très souvent, les deux divergent, c'est énorme. Ce qui n'est pas forcément dramatique, mais tout de même guère sérieux, et dans certains cas, même rares, ça ne facilite pas toujours l'appréhension de la complexe géographie des contrées. Alors je vais donner quelques exemples de ces variations et simplement en survolant l'index, juste ceux qui me pètent le plus aux yeux. Donc on a vallée qui est la nuit et vallée de la nuit, ville où il ne fait pas bon entrer et cité où mieux vaut ne pas entrer, gardien des terres désolées et sentinelle du désert, là c'est quand même pas tout à fait la même chose, mer sérénarienne et mer sérénérienne, château de la source sacrée et château du bassin sacré, grande montagne lugubre et grande montagne blême, steppe d'Osran et steppe Ossaren, là aussi ça varie quand même, plaine des blocs et plaine des rochers éparpillés, bon, liste non exhaustive loin de là, il y en a beaucoup d'occurrences de tout ça. Alors je sais, il y en aura pour dire que ce n'est pas bien grave et que de manière générale je pinaille, que j'abuse, tout ça, mais il y en a toujours. Alors c'est possible. Je me souviens qu'on m'avait engueulé sur un forum une fois parce que je me plaignais de problèmes du genre, coquilles trop abondantes et incohérences diverses. On m'avait répondu qu'on s'en foutait et que de toute façon faire une vraie relecture coûterait trop cher. Alors déjà que les bouquins sont coûteux, on n'allait pas en rajouter une couche pour la seule satisfaction perverse d'un grammar nazi, ou pardon, alt-right, dans mon genre. Mais bordel, livrer un produit fini, y accorder cette attention même minime, ça me paraît pourtant la moindre des choses. Et d'autant plus au vu du prix du bouquin en fait. Et que je sache, des traducteurs et correcteurs figurent déjà dans les crédits, de toute façon, il y en a déjà. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on me tienne le même argument en littérature, tiens. Mais bon, passons, comme d'habitude. C'est qu'il est bien temps d'aborder le fond, et les contrées du rêve, bien c'est une longue histoire. À l'origine, il y a Lovecraft. Ou pas tout à fait. Bon, pour l'heure, disons que si. On désigne par contrée du rêve, pour l'essentiel, un cycle, c'est en fait assez contestable, de nouvelles composées par l'auteur durant les années 1920, en gros. Bon, plus précisément, on considère généralement que le premier texte du cycle est Polaris, écrit en 1918 et publié en 1920. Suivent plusieurs autres nouvelles, entre 10 et 15. Bon, les avis divergent, c'est énorme, vous dis-je. Des nouvelles généralement assez courtes. Et le cycle atteint son point culminant, et en même temps son point de non-retour, avec les textes du cycle de Randolph Carter, un éventuel cycle dans le cycle, mais mieux vaut sans doute en exclure le témoignage de Randolph Carter, comme on exclut plus traditionnellement l'indicible, un cycle que nous avons longtemps connu en France sous le nom de Démons et Merveilles, et qui est centré sur la nouvelle La Clé d'Argent, 1926, et le roman La Quête onirique de Cadat l'inconnu, 1926-1927, et publication uniquement posthume.
Du coup, l'ultime texte de l'ensemble serait À travers les portes de la clé d'argent, en fait une collaboration, plus ou moins une révision, avec E. Hoffman Price en 1932-1933 et qui fait une dernière fois figurer Randolph Carter. Ce dernier récit mis à part, comme de juste, nous sommes donc globalement dans un pan de l'œuvre de Lovecraft antérieur à la naissance du plus que controversé mythe de Cthulhu, et de ce fait parfois un peu dénigré. Je crois que c'est en train de changer petit à petit, mais on y a longtemps vu une œuvre de seconde zone dans la bibliographie Lovecraftienne, et tout particulièrement en fait Auguste Derleth qui n'a jamais vraiment goûté la quête onirique de cadavres inconnus, notamment, sauf erreur, il le précise assez expressément dans le volume At the Mountains of Madness où il avait été publié. Mais ici, le cas français est sans doute différent du cas américain. La parution de Démons et Merveilles via Jacques Bergier dans les années 50, parmi les premières traductions françaises de Lovecraft, a eu un impact non négligeable. Et ce, même avec la traduction contestable de Bernard Noël, Silon Carter, tout ça. Il n'est qu'à regarder dans le vieux cahier de l'arme consacré à l'auteur le nombre de communications s'attardant sur le cycle de Randolph Carter, ou même plutôt faudrait-il dire sur Démons et Merveilles, tant c'est l'édition française qui était discutée avant tout. Finalement, bien plus que sur Cthulhu et compagnie, c'est possible, mais je m'égare un peu. Voilà pour les textes, très prosaïquement. Mais que sont les contrées du rêve au-delà? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. En fait, cette désignation même est éventuellement trompeuse, car la dimension onirique du cycle, si elle constitue son appréhension classique et sans ambiguïté celle du présent supplément, n'est au fond pas si évidente que cela. Alors certes, les personnages de Randolph Carter et de Curanes, entre autres, sont identifiés comme étant des rêveurs. Certes, le premier texte du cycle, Polaris, donc, évoque nommément un rêve, etc. Et bien sûr, on est instinctivement tenté de faire référence ici à la pratique même de l'auteur, qui, dans les années 20 tout particulièrement, prétendait souvent que ses nouvelles étaient inspirées de ses rêves, mais qu'il s'agisse des rêves chatoyants associés depuis à l'univers des contrées, ou d'autres choses plus macabres et grotesques, comme le témoignage de Randolph Carter, en fait, l'exemple le plus célèbre sans doute, des pérégrinations historico-fantaisistes, ainsi le fameux rêve romain dont Frank Belknap Long a tiré un récit sur la base de ce que Lovecraft lui avait dit dans sa correspondance, ou des évocations plus abstraites et insaisissables, ainsi la très courte nouvelle Nyarlathotep que Lovecraft disait avoir écrite en dormant à moitié. Or, ces derniers textes, avec une ambiguïté malvenue pour le témoignage de Randolph Carter du seul fait du nom du protagoniste, ces textes sont généralement pas insérés dans le canon des contrées du rêve. Généralement. Mais certaines éditions américaines qui voient large les englobent dans cet ensemble, en incluant aussi quelques textes plutôt décadents comme Hypnos. Et il faut mettre l'accent sur un cas à part, une nouvelle qui fait office de pont, disons, c'est L'étrange maison haute dans la brume, et j'y reviendrai bien sûr en traitant de Kingsport, la cité des brumes. Surtout d'autres récits, cette fois intégrés dans le cycle, ne mettent pas véritablement le rêve en avant. La malédiction de Sarnath, les chats d'Ultar, etc. sont des récits de fantaisie qui n'impliquent pas nécessairement l'onirisme à la base. D'autres, enfin, ont un caractère allégorique marqué, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la même chose qu'un rêve. Ainsi surtout du bateau blanc, mais à tout prendre, la clé d'argent, même en mettant en scène le rêveur Randolph Carter, relève plutôt de cette dernière catégorie. Il y a pourtant un lien entre tous ces textes, et qui tient à l'univers qu'ils décrivent, même fluctuant et indécis. Si Sarnath ou Ultar ne sont pas à la base des visions proprement oniriques, les récits des rêveurs les mentionnent très vite. Le voyage allégorique du bateau blanc de même introduit nombre de toponymes qui seront ensuite et rapidement repris par divers rêveurs, et se constitue progressivement un ensemble complexe fait de références intertextuelles qui dessine petit à petit un univers cohérent, ou autant qu'il puisse l'être, j'y reviendrai. Entreprise parachevée par le roman La quête onirique de cadavres inconnus, qui rassemble et coordonne tout cela. Mais s'agit-il à proprement parler d'un univers onirique? Dans ce supplément de jeu de rôle, sans aucun doute. Mais chez Lovecraft, c'est peut-être un peu plus ambigu que cela. En fait, à tout prendre, la vaste majorité de ces récits ne semble pas se passer tant dans un univers parallèle qui serait celui des rêveurs de la Terre, mais plutôt dans un passé antédiluvien, ce qui le rapprocherait de bien des œuvres de fantaisie de l'époque, Agiboriens du copain Robert E. Howard inclus, ou certains des univers de l'autre copain Clark Ashton Smith. En fait, même dans Polaris, premier texte du cycle, et qui se présente délibérément comme étant un rêve, cette dimension est déjà sensible, cruciale même. La ville rêvée n'est en fait pas ailleurs, mais surtout avant,
et pour le coup clairement sur Terre. Sans quoi l'ultime allusion sur les Esquimaux ne serait tout simplement ça sens. Il ne s'agit donc pas tant pour le narrateur d'un rêve que d'un souvenir, avec tout ce qu'il peut avoir de névrotique, même au travers de l'idée de mémoire raciale ou de métampsychose, que prisait particulièrement Howard, mais les récits de Lovecraft, et tout particulièrement celui-ci, le plus vieux des contrées, sont antérieurs au début de la correspondance entre les deux auteurs. En fait, Howard avait alors 12 ans. C'était un thème dans l'air du temps, tout simplement. Les noms de Sarnath et d'Ultar dans cette optique, et parmi d'autres, renvoient régulièrement, mais surtout dans les premiers textes du cycle, à un passé antédiluvien bien plus qu'à un univers proprement onirique. Ce qui justifie d'ailleurs leur mention dans des textes pas le moins du monde onirique, de ces contes macabres qui constituent l'autre pan de l'œuvre Lovecraftienne, antérieure à l'appel de Cthulhu, contes qui n'ont le plus souvent pas été intégrés dans le cycle, même entendu très largement. Mais certes, c'est là un monde magique, foisonnant de dieux, et qui défie les lois de la physique. Notamment, c'est à vue de nez un monde plat et fini, où les océans, au-delà des grands piliers de basalte, se jettent dans le vide cosmique, qu'il arrive au chat de traverser quand il saute sur la Lune. Du moins en cas de lecture au premier degré, mais c'est bien celle qui apparaît la plus pertinente à première vue. Je note un peu gratuitement que le légendaire tolkienien, certes pas encore publié et à vrai dire à peine entamé alors, jouait cependant à la même époque de cette idée d'un lointain passé surnaturel, monde plat inclus, qui ne serait courbé que plus tard. Mais je m'égare à nous. Trancher la question n'a donc rien d'évident, et ce serait sans doute un peu absurde à vrai dire. La quête de la cohérence à tout prix dans les nouvelles de Lovecraft, c'est une des horreurs fondamentales de Darlet après la mort du gentleman de Providence, après tout. Sans doute Lovecraft a-t-il bel et bien construit un univers, et le jeu intertextuel incite le lecteur à y entrevoir une forme de cohérence. La poser comme un acquis dans le cadre de ce supplément de jeu de rôle et dans l'ordre des choses est finalement guère problématique. Je crois cependant que garder à l'esprit cette ambiguïté fondamentale dans l'œuvre Lovecraftienne au sens strict peut s'avérer utile ici, oui, même dans l'optique d'une partie de l'appel de Cthulhu. Et que, finalement, les dimensions oniriques et préhistoriques ne sont pas nécessairement incompatibles, loin de là. Se pose toutefois une autre difficulté, typique, sinon de l'œuvre Lovecraftienne, du moins de l'image qu'on en a longtemps véhiculée et des nécessités d'une adaptation au jeu de rôle. C'est le problème de la délimitation, et tout particulièrement dans l'optique d'un univers élargi, constitué par les apports successifs de plusieurs contributeurs, éventuellement fort différents, et plus ou moins talentueux. Une fois n'est pas coutume, il faut donc envisager l'après Lovecraft, mais aussi, figurez-vous, un petit peu l'avant Lovecraft. En effet, avant, on ne peut pas faire l'économie de mentionner Lord Dunsany. L'aristocrate irlandais, essentiellement dans ses récits très courts, avait conçu avant Lovecraft plusieurs univers très proches des contrées du rêve dans l'esprit, comme Pegana dans Les dieux de Pegana et Le temps et les dieux, puis des choses éventuellement moins précises et ordonnées dans ses recueils suivants tels L'épée de Welleran, Les contes d'un rêveur, qui retiennent forcément davantage notre attention, ne serait-ce qu'en raison de ce titre, et y figure notamment une nouvelle d'une importance cruciale, Jours oisifs sur le Yann, et Le bord du monde des deux livres des merveilles. Les mêmes questions se posaient déjà quant à l'éventuelle dimension onirique de ces récits, même si elle n'est clairement mise en avant a priori que dans le cas des contes d'un rêveur. Alors je crois que c'est assez ambigu aussi concernant Le bord du monde. Si l'on en croit Lovecraft, il avait rédigé le premier texte de son cycle des contrées du rêve, Polaris donc, avant de découvrir l'œuvre de Dunsany. Pourtant la parenté est flagrante. Mais Lovecraft fait bien vite cette découverte ensuite. Elle le bouleverse profondément et il ne s'en cache pas, semant même ses écrits ultérieurs d'allusions explicites. Et c'est vrai dès le deuxième récit du cycle, Le bateau blanc, qui fait forcément passer à Jours oisifs sur le Yann, même en se montrant incomparablement plus sombre et sans doute aussi plus lourd. C'est une influence essentielle encore mise en avant dans La malédiction de Sarnath, Les chats d'Ultar, etc. Les deux œuvres ne coïncident pas parfaitement. Les parfois très brèves vignettes de l'aristocrate irlandais, dans leur langue riche détournée de la Bible du roi Jacques, expriment plus qu'à leur tour un humour un peu tordu et parfaitement réjouissant, et l'accent est mis sur l'émerveillement. Chez Lovecraft, qui, dans ce contexte, ne rechigne pas au mode de la fable, l'horreur demeure toujours, au moins sous-jacente, et ce qui persiste de l'humour dunsanien prend probablement une tournure plus méchamment ironique. Mais la parenté est là, indéniable. On n'ira pas jusqu'à parler de plagiat, si l'influence ne fait bien vite aucun doute, mais la proximité des deux œuvres est saisissante. À n'en pas douter,
Un gardien désireux de se documenter en vue d'une campagne dans les contrées du rêve, et tout particulièrement en quête de pistes concernant l'ambiance de cet univers, aurait tout intérêt à lire Dunsany en sus de Lovecraft. En fait, tout le monde aurait intérêt à lire Dunsany, un immense artiste dont je déplore qu'il soit aussi marginalisé aujourd'hui. Cependant, dans cette optique essentielle de délimitation, les auteurs du supplément Les Contrées du Rêve ont décidé de faire l'impasse sur la préhistoire dunsanienne du cycle. On ne trouvera pas dans le présent ouvrage ces villes chatoyantes telles que Besmora ou Carcassonne, pas celles que vous croyez, mais il y en a d'autres, les Céléphaïs ou Dilaslin, qui viennent de Lovecraft et qui n'ont pas forcément grand-chose à leur envier. Les dieux de Pegana y sont plus absents que jamais, mais d'autres divinités, positives ou pas, elles aussi délibérément ridicules le cas échéant, trouvent encore à danser sur des montagnes inaccessibles et à jouer de sales tours aux habitants des contrées. Et à défaut de naviguer sur le Yann, on pourra bel et bien descendre le Sky ou l'Ukranos, ce n'est pas si différent. Ne pas inclure un auteur antérieur à Lovecraft dans le canon ainsi délimité était parfaitement cohérent. Mais qu'en est-il des œuvres parallèles et ultérieures ? Le cas est différent, et les solutions adoptées sont plus ou moins défendables, mais c'est en fait le problème général du mythe de Cthulhu. On trouvera en tout cas dans ce supplément des éléments renvoyant à l'ami de plume de Lovecraft, et grand rêveur lui aussi s'il en est, que fut Clark Ashton Smith. Au passage, je découvre seulement maintenant son œuvre, en raison d'un autre financement participatif, celui de l'intégrale de l'auteur, alors intégrale avec des guillemets parce que ce n'est pas une intégrale pour un sou, chez Mnemos, et je me prends une grosse baffe. C'est proprement excellent. Je vous en causerai un de ces jours. Alors, dans ce cas, c'est tout à fait bienvenu. Mais on trouve aussi, au rang des disciples posthumes autoproclamés ou adoubés par un derlet au goût plus que douteux en la matière, le redoutable Brian Indicible Lumley. Or, ce tâcheron aimait visiblement beaucoup les contrées du rêve. Il leur a consacré de nombreuses nouvelles, rééditées récemment chez Mnemos, et son ridicule cycle de Titus Crow, probablement bien pire, mais non moins réédité chez Mnemos, y est lié par bien des aspects. En fait, il adopte pour point de départ la révision déjà bien dispensable à travers les portes de la clé d'argent. Tout cela est globalement d'un goût déplorable. Au mieux une fantaisie de base, plus lourde qu'enthousiasmante, au pire, et le pire est souvent de rigueur avec Lumley, une succession de viols littéraires parfaitement lamentables, gentille sœur de Cthulhu incluse sauf erreur. Mais voilà, Sandy Petersen et compagnie ont tenu compte de l'apport considérable de Brian Lumley aux contrées du rêve, et en ont conservé un certain nombre de références. Bon, admettons-le, ainsi dilué dans l'ensemble du cadre de jeu, c'est sans doute moins nocif que dans le texte. Déjà, nous n'avons pas à subir son style désastreux. Certains de ces apports s'insèrent en fait correctement au point de devenir presque invisibles, la patte Lumley ne les rendant finalement pas rédhibitoires. D'autres sont hélas plus lourds et opèrent une vague rupture de ton, ainsi d'un bizarre délire sexuel à base de termites vampires, oui, mais bon, libre à chacun d'en tenir compte ou pas. Pour l'anecdote, un autre auteur postérieur à Lovecraft est très régulièrement mentionné ici, à l'origine de plusieurs apports contextuels, et il s'agit de Gary Myers. Et je ne crois pas l'avoir jamais lu, il faudra peut-être. Il a semble-t-il beaucoup publié dans le fanzine du Robert M. Price Crypt of Cthulhu, du coup rien d'étonnant à ce que ce soit plus obscur que Brian Indicible Lumley. D'autres auteurs pourraient être mentionnés, dont Lynn Carter, pas le plus talentueux là encore, mais voici pour l'essentiel, en littérature du moins. Et en jeu de rôle, c'est que là aussi les contrées du rêve, c'est une vieille histoire. En fait, cela nous ramène aux sources même de l'appel de Cthulhu, avant même sa parution originale en 1981. En effet, au départ, Sandy Petersen était simplement censé écrire un supplément pour le jeu de rôle RuneQuest, décrivant les contrées du rêve Lovecraftiennes. L'approche était toujours celle d'un jeu de rôle de fantasy, voire plus précisément d'heroic fantasy. Finalement, le projet a été totalement chamboulé, et la fantaisie éventuellement dangereuse un temps remisée de côté pour déboucher sur le jeu d'investigation et d'horreur que vous savez, sans doute une révolution en son temps. Pour autant, le cadre de jeu des contrées du rêve n'avait pas été totalement oublié. Le supplément invitant à y jouer, et donc maintenant un supplément pour l'appel de Cthulhu, non pour RuneQuest, paraît initialement en 1986, toujours orchestré pour l'essentiel par Sandy Petersen, ce qui ne fait que renforcer son rôle dans la constitution d'un canon rôlistique de l'œuvre Lovecraftienne. Je vous renvoie au passionnant article de Tristan Lhomme dans Le Musée de l'Homme. Le dit supplément est traduit en français dès l'année suivante chez Jeux des Cartes. En anglais comme en français, le supplément, qui connaît quelques révisions occasionnelles, dont cette forme définitive conçue par Chris Williams, a semble-t-il acquis une forme d'aura mythique. Ah,
il présentait assurément une manière différente de jouer à l'appel de Cthulhu. Toutefois, en France, les vieux suppléments des cartes étaient indisponibles depuis fort longtemps, des décennies en fait. D'où ce financement participatif chez Sans Détour, qui s'est avéré un gros succès et tout le monde, semble-t-il, n'y croyait pas à la base. Maintenant, il faut mettre en avant que ce supplément chez Sans Détour n'est pas à proprement parler nouveau. En fait, sauf erreur, le seul contenu inédit pour qui aurait encore ces vieux suppléments jeux des cartes réside dans le chapitre écrit par Tristan Loeb sur la maîtrise dans les contrées du rêve, un ajout très bienvenu. L'approche globale de cette édition se voulait sans doute quelque peu old school, ce qui est passé notamment par la reprise des 6 scénarios originaux, qui accusent éventuellement leur âge. Mais ça fait partie du charme. Cependant, je n'aurais pas été contre un chouïa de réécriture, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mine de rien, ces longs développements sur la perception du contexte des contrées du rêve, chez les auteurs littéraires et chez les auteurs holistiques, ne suffisent probablement pas à apporter une réponse satisfaisante aux questions quoi, pourquoi, comment. Mais ils nous donnent des pistes, et j'en retiens avant tout que les contrées ne sont pas plurielles pour rien. Ce sont, je crois, leur diversité et leur souplesse qui en font un cadre de jeu intrigant et fascinant. Le péril ultime consisterait sans doute à en faire un univers de fantaisie comme un autre. À ce compte-là, les contrées n'auraient finalement guère d'intérêt. Par contre, jouer sur l'ambiance et les thèmes s'avère autrement pertinent à vue de nez. C'est ici notamment que l'article de Tristan Loeb donc s'avère intéressant, jusque dans son caractère un peu frustrant, car, de manière délibérée, il s'agit d'y poser de questions, bien plus que d'apporter des réponses. À charge ensuite aux gardiens, et à ses joueurs aussi en fait, de livrer une ou des lectures d'un univers par essence multiforme et fluctuant, même quand il semble baigner dans une douce léthargie atemporelle. Ici, mais non loin, il y a des monstres. L'article traite aussi de manière judicieuse de thèmes et procédés renvoyant d'une certaine manière à la note d'intention. Maîtriser dans les contrées du rêve, cela peut en effet impliquer de questionner le registre de la fable ou du conte, de la tragédie ou plus classiquement de la quête, ou d'envisager d'une manière subtilement différente et éventuellement plus concrète le maniement des archétypes autant que des clichés. En fait, ce contexte est propice à l'emploi d'effets narratifs particuliers que la dimension onirique justifie, et qui ne trouveraient pas forcément leur place dans une partie classique de l'appel de Cthulhu, ou du moins moins instinctivement, disons. Par exemple, en jouant sur le temps, alors en fait c'est éventuellement un principe de base. Le temps ne s'écoule pas de la même manière dans les contrées. Une partie naviguant entre contrées et monde de l'éveil jouera presque nécessairement de ce contraste à vue de nez. Ou j'imagine en jouant aussi sur le hors-champ, par exemple. Donc on peut voir à la fin de volume le scénario Le Pays des Rêves Perdus. Ce genre de choses. Et Tristan Loeb fait utilement appel à des rêveurs d'un autre ordre. Il cite certes Lord Dunsany et Clark Ashton Smith, mais aussi Lewis Carroll et pourquoi pas Denis Gerfaut. D'ailleurs, en termes de jeu, l'approche des contrées s'avère forcément différente selon par exemple que l'on fait un scénario opérant la bascule, éventuellement à plusieurs reprises, entre le monde de l'éveil et les contrées du rêve, ou un scénario se déroulant entièrement dans les contrées du rêve. C'est plus rare, mais en rien exclu. Sachant d'ailleurs que d'autres bascules sont possibles, entre diverses contrées, j'y reviens de suite après, ou même dans le seul contexte des contrées du rêve de la Terre, entre la surface et le monde souterrain, qui est un monde à part entière. Des personnages de rêveurs et des personnages natifs, sous-entendu des contrées, n'auront par ailleurs pas le même rapport aux choses. Et les contrées du rêve de la Terre, bien loin d'exclure d'autres contrées, les rendent nécessaires par cette seule dénomination, celle de Yugoth par exemple. Sans même compter avec des variantes bel et bien terrestres, mais pourtant très spécifiques, telles que l'Algeringa des aborigènes australiens, qui intervient sauf erreur dans les masques de Nyarlathotep, ou, décrit plus récemment, l'Empire des Ombres et le rêve d'opium des 5 supplices. En fait, il y a là limite un paradoxe, car dans plusieurs des scénarios ici présents, les classiques contrées du rêve de la Terre cèdent assez vite la place à d'autres contrées, en miniature, dans les lèvres de Pickman, ou de manière plus ample, dans les voiles jaunes, pourtant le seul scénario, en principe intégralement dans les contrées du rêve, de ce supplément. Mais peut-être n'est-ce pas un paradoxe, car l'essentiel est qu'il y a bien 1001 contrées du rêve. Dans la perspective ultra-onirique du contexte, qui n'est donc pas si évidente que cela, même si elle semble découler des partis pris de Sandy Peterson, on pourrait avancer qu'il y en a autant que de rêveurs. Mais le flou global n'est pas pour autant à craindre, car des éléments communs semblent subsister, constituant une base sur laquelle le gardien et les joueurs pourront broder d'une manière unique. Quelques traits dès lors peuvent être mis en avant, et au-delà de la géographie concrète de ces contrées que j'envisagerai un peu plus loin.
L'idée est d'abord celle d'un monde archaïque au point d'en être atemporel, en tout cas un monde d'avant la poudre et l'industrie, disons. C'est un monde chatoyant qui réjouit les sens par ses excès esthétiques, mais c'est aussi un monde où l'horreur n'est jamais bien loin, pouvant atteindre en fait des niveaux extrêmement rares. L'outrance est à mon avis un caractère essentiel des contrées. Proprement, il s'agit d'un monde de démons et merveilles, un titre certes spécifiquement français, mais ma foi fort à propos. C'est aussi un monde magique et divin. Ici, on ne retrouve pas l'ambiguïté essentielle des autres récits Lovecraftiens et tout particulièrement des récits cthulhiens. Dans les contrées, les dieux, et de vrais dieux, pas des entités extraterrestres simplement adorées comme telles, les dieux donc ont pleinement leur place. Et loin de n'être adorés que par quelques cultistes démons, ils s'inscrivent dans le quotidien d'un monde où leur réalité est tellement indéniable, tellement évidente, que la foi n'a aucunement besoin de se montrer démonstrative, étant à vrai dire d'une totale banalité. Ces dieux d'ailleurs ne sont pas systématiquement maléfiques avec des guillemets, plutôt en fait indifférents sur le plan cosmique. C'est sans doute ici et seulement ici que les divinités positives, avec des guillemets éventuels, les Nodens, les Bastes ou encore un Doukranos, ont leur place dans l'univers Lovecraftien. Et dans cette lignée, la magie est à son tour une réalité palpable. Moi qui suis globalement peu favorable à l'emploi de la thématique magique, ou plus exactement des sortilèges aux effets très concrets, en tout cas dans les mains des PJ, dans le monde de l'éveil, je ne peux qu'admettre qu'ils ont pleinement leur place et font pleinement sens dans les contrées. En fait, il faut sans doute compter avec eux de manière générale. Mais tout ceci n'est pas sans danger, car l'ambiance si particulière des contrées, qu'il vaut mieux cultiver sous peine d'en faire un univers secondaire lambda et en tant que tel sans intérêt, est souvent sur la corde raide. Plus encore que dans les récits du monde de l'éveil signé Lovecraft, la frontière est mince qui sépare le sublime du ridicule, et maîtrisée dans ce contexte à quelque chose d'un redoutable exercice d'équilibriste. Dans les contrées, après tout, on peut voir l'armée des chats qui bondit des toits d'Ultar pour gagner la lune. On peut assister, voire participer, aux longues courses des ghouls dans le monde souterrain, quand on ne chevauche pas un zèbre pour écourter les distances à la surface. Les bateaux qui volent, admettons, mais les zouks du bois enchanté sont déjà plus difficiles à gérer, et ceci sans même s'encombrer des termites vampires sexuels de Daz. Merci Brian. Pourtant, tout ceci, alors bon, peut-être pas les termites vampires sexuels de Daz, presque tout ceci donc a son importance. Ces excès à la frontière du ridicule participent de l'ambiance des contrées, mais aussi de quelque chose de plus profond, de plus intime, tandis que la dimension onirique de cet univers, si l'on entend la faire ressortir, justifie plus qu'à son tour l'emploi de procédés éventuellement surréalistes. Au fond, c'est ce qu'il y a d'amusant dans tout ça, mais à la condition classique de s'amuser avec le contexte et pas du contexte. Le dernier scénario de ce volume, Le Pays des Rêves Perdus, en est à mon sens une bonne illustration, car dans ses excès et jusque dans sa dimension allégorique, assez intelligemment dérivée du bateau blanc, il n'est pas exempt d'un certain humour tordu, plutôt réjouissant au fond, jusque dans ses implications éventuellement déprimantes du grand final. Mais gérer tout cela implique sans doute un certain savoir-faire de la part du gardien comme des joueurs, et le scénario y insiste d'ailleurs, et à bon droit je crois. Le chapitre sur la maîtrise dans les contrées n'en est que plus important. Il pose des questions qui peuvent paraître bien abstraites à vue d'œil, mais le fait de se les poser et de s'y attarder un peu avant de lancer les hostilités pourra faire toute la différence entre un grand moment de jeu et une énième itération de fantaisie médiocre et plate, sans sève et sans âme, voire grotesque, mais au mauvais sens du terme. Les règles spécifiques aux contrées du rêve sont globalement très limitées, et tant mieux en ce qui me concerne. 10% nous dit la quatrième de couverture, qui monte en fait à 110%, donc this is du Hemland's Tap. D'autant plus en fait que les chapitres les exposants, et tout particulièrement le premier d'entre eux, contiennent en fait au moins autant d'éléments de contexte que d'éléments techniques. Ainsi, quand on fait le tour des différents moyens d'accéder aux contrées, que ce soit effectivement en rêvant, avec la scène canonique de l'escalier et de la caverne de la flamme, j'y reviendrai en envisageant le premier scénario en fin de volume, ou en employant un portail pour y pénétrer physiquement, par exemple. Divers artefacts, dont une certaine clé, et sortilèges sont également évoqués permettant d'entrer dans les contrées ou de les quitter. C'est parfois un peu ambigu. Il y a dans l'ensemble du volume comme une hésitation concernant la règle autorisant ou non le franchissement de la caverne de la flamme, impliquant dans sa forme la plus rigide un score de San plus mythe de Cthulhu supérieur ou égal à 75, ce que je trouve démesurément élevé. Certes, les rêveurs sont censés être rares, mais une règle trop stricte à cet égard me paraît inutilement pénalisante. Le cas de la mort onirique est globalement plus clair, mais non sans ambiguïté là non plus, à en juger par certains scénarios de ce volume tout du moins.
Mais les éléments techniques sont donc très limités et répartis en 3 chapitres. Alors, dans le premier, qui évoque donc les généralités que je viens de mentionner, il faut surtout retenir ce qui concerne les 2 nouvelles compétences que sont rêver et savoir S-rêve, ainsi que la table des effets de cauchemar, qui constitue une variante onirique des épisodes de folie temporaire. Plus loin dans le volume, un bref chapitre, et particulièrement austère, est donc consacré au grimoire des contrées du rêve. Il comprend nombre de sorts spécifiques aux contrées, ou déjà vus ailleurs, dans le manuel du gardien en principe, mais qui fonctionnent ici différemment. Comme dit plus haut, le rapport à la magie n'est nécessairement pas le même dans les contrées du rêve et dans le monde de l'éveil. Dès lors, j'y ai attaché davantage d'importance. Ici, ce genre de magie fait bien davantage sens, même et surtout dans les mains des PJ. La dernière partie technique est reléguée dans les annexes, étrangement ou pas. Elle donne les règles adaptées à la création d'un personnage natif des contrées du rêve, ce qui implique notamment de repenser nombre de compétences et tout particulièrement celles d'ordre académique, scientifique ou technique. C'est simple et clair, rien à redire. Et nous en arrivons, enfin oui, j'ai un peu flâné en chemin, au gros de l'ouvrage que l'on peut scinder en 3 grosses parties. La première porte sur la géographie des contrées du rêve et se répartit en 2 gros chapitres, et serait éventuellement austère, disais-je, la quête onirique de Randolph Carter et l'index géographique des contrées du rêve, qui couvre un peu plus de 60 pages bien tassées. La deuxième partie porte sur ce que l'on qualifiera globalement les rencontres, en 3 chapitres, les personnages des contrées du rêve, bestiaires des contrées du rêve et les dieux des contrées du rêve. Ensemble, ces 3 chapitres comptent environ 70 pages, très abondamment illustrés et aérés cette fois. Enfin, la troisième et dernière partie rassemble 6 scénarios, ou 5 et demi, pour 90 pages environ. La géographie des contrées du rêve est donc envisagée sous 2 formes différentes. La première s'intitule « La quête onirique de Randolph Carter », et c'est un récit suivi, long et dense, sans intertitre par ailleurs, une vingtaine de pages très resserrées donc. Unique élément de typographie qui permet de s'y repérer, les lieux, créatures, etc. sont en gras quand on les développe un tant soit peu. À la base, il s'agit d'une reprise du roman de Lovecraft, La quête onirique de Kadath l'inconnu, à mi-chemin entre le résumé et la paraphrase, disons. Sauf qu'il y a en fait un peu plus que ce matériau précis qui est développé. Chaque rencontre faite par Randolph Carter débouche le cas échéant sur des développements empruntés à d'autres récits des contrées du rêve, éventuellement mentionnés à la hâte et guère plus dans le roman. La rencontre des chats renvoie tout naturellement au Shadwiltar. Les personnages récurrents tels que Kuranes ou Atal renvoient à leur propre récit, tels Séléphaïs, les Shadwiltar à nouveau, ou les autres dieux, etc. En survolant simplement ce chapitre très dense, j'avais un a priori plutôt négatif. En fait, ça me paraissait le pire moyen de présenter les contrées dans une perspective rôlistique et non proprement narrative. Après lecture, je me suis demandé si ce n'était pas en fait le meilleur moyen de procéder. Le fait est que, en dépit de sa densité, ce texte est d'une lecture agréable, et il est de toute évidence très bien conçu. L'atout de cette méthode est sans doute d'appuyer sur l'ambiance d'une manière qu'un index brutal par essence ne pourra jamais utilement développer. Mais ce chapitre doit donc tout de même être envisagé avec l'index qui suit. C'est la conjonction des 2 approches qui permet de vraiment se mettre dans le bain des contrées du rêve. L'index est long et dense, mais a un abord évidemment plus pratique que le chapitre précédent. Il opère un classement alphabétique selon plusieurs régions. En surface, on distingue l'Est, le Nord, l'île d'Oriab, les mers et enfin l'Ouest. De très loin la région la plus peuplée et riche en histoire des contrées, au point où la carte devient difficilement lisible parfois. Une deuxième partie englobe les autres lieux qui sont le monde souterrain avec sa propre grande carte en couleur, la Lune, et oui, c'est qu'elle joue plusieurs fois un rôle important la demoiselle, et très succinctement les mondes au-delà, en fait trop succinctement pour qu'on puisse en tirer quoi que ce soit de très utile sur cette seule base. Mais on y évoque entre autres Alcheringa, la Katuri, la cour d'Azathoth à Lombon, ou encore Sarub et Yundu qui seront toutes 2 développées dans le scénario Les Voiles Jeunes plus loin dans ce volume. Cette dernière réserve mise à part, et en rappelant pour la forme le souci d'uniformisation que j'avais mentionné plus haut, c'est ballot pour l'ordre alphabétique parfois, cet index est bien conçu. Il en dit généralement assez sans en dire trop, et il est directement utile, mais pas au prix de sacrifier les considérations d'ambiance. Un beau boulot donc, même si je suis persuadé qu'il aurait bénéficié d'une bonne couche de relecture pour assurer davantage encore la cohérence de l'ensemble, si cohérence est le bon mot. L'aperçu qui nous est ainsi fourni des contrées du rêve sous leurs divers avatars est riche d'idées réjouissantes et pouvant presque tout naturellement déboucher sur des scénarios. Les 3 chapitres qui suivent
porte donc sur les rencontres que les PJ peuvent être amenés à effectuer durant leur périple dans les contrées du rêve, autant dire plein de nouveaux amis. Le premier concerne, disons, les PNJ, sous-entendu en principe pas divins, en principe pas monstrueux, monstrueux au sens tentacule, les yeux nécessairement globuleux. Je ne garantis pas que ce soit d'une utilité folle, mais c'est très amusant à la lecture, même avec ces graphismes old school empruntés à l'édition originale du supplément il y a de cela longtemps. L'amateur de Lovecraft prendra plaisir à y croiser quelques personnages emblématiques tels Atal, le grand prêtre d'Ultar, le gardien de phare Basil Elton, les prêtres de la caverne de la flamme Nash Tekamenpa, qui auraient peut-être davantage eu leur place du côté des divinités, mais ça se discute, les rêveurs d'exception Coranes et Randolph Carter, ou l'artiste Richard Upton Pickman devenu cool. Il y a aussi des personnages extérieurs à Lovecraft, certes, dont l'Eidolon Lati, c'est-à-dire la termite vampire sexuelle en chef. Merci Brian. Mais c'est tout de même un chapitre amusant et je suppose qu'il pourrait, sans garantie, mais il pourrait, oui, s'avérer utile. Suit le plat de résistance, un gros bestiaire comprenant 80 bestioles, des enfants d'Abbot au Zoug. On y retrouve quelques bébêtes classiques de l'appel de Cthulhu, mais éventuellement très adaptées dans le contexte des contrées du rêve. Ainsi les ghouls, d'ailleurs idéales pour faire le pont avec le monde de l'éveil. Et bon, les chats des contrées appellent bien quelques précisions. L'essentiel est cependant constitué par des créatures inédites, même si pas nécessairement spécifiques aux contrées pour autant. De manière générale, je ne suis pas fan de bestiaire. Cela fait une éternité en fait que je n'ai pas maîtrisé un jeu de fantasy, disons, où ce genre de développement peut se montrer vraiment utile. Et même à l'époque... Maintenant, même avec son ambiance si particulière, le fait est que les contrées du rêve sont un univers de fantasy, et qu'à tout prendre, la probabilité de rencontrer ce genre de bestiole y est autrement élevée que dans le monde de l'éveil. Donc oui, cela fait sens. Mais la vraie surprise est que ce bestiaire, aéré et abondamment illustré, est d'une lecture agréable. C'est bien avant tout un index dans lequel picorer, mais une lecture suivie n'est pas inenvisageable, et les quelques éléments avancés à chaque fois concernant l'écologie ou le mode de vie plus généralement de ces créatures, éventuellement leurs origines ou leur biologie, suffisent à susciter et entretenir l'intérêt du lecteur. Bon boulot donc. Dernière partie dans ce registre, les dieux, au nombre de 29. Mais c'est un nombre trompeur, car il y a un certain nombre de reprises des classiques du domaine, figurant dans le manuel du gardien et le Malleus Monstrorum V7. En tant que tel, ceci n'appelle guère de développement. Un ou deux paragraphes sur le rôle spécifique dans le contexte des contrées du rêve, c'est bien suffisant. Et même pour Nyarlathotep, qui a tout de même une place notable, et dont quelques masques sont envisagés. C'est un peu comme pour le bestiaire qui précède, d'une certaine manière. Ces descriptions plus détaillées de divinités font davantage sens dans les contrées, où la réalité est palpable par tout un chacun, que dans le monde de l'éveil. Cette réalité, par ailleurs, est le plus souvent pleinement divine, sans déformation comme c'est le plus souvent le cas de par chez nous. À la limite, même la nomenclature complexe, et à mon sens absurde dans tout autre cadre, distinguant grands anciens, dieux très anciens, dieux extérieurs, etc., peut faire sens dans ce contexte. Et enfin, on y trouve bien davantage de divinités gentilles, comme Ukranos, etc., qui seraient totalement hors sujet de l'autre côté du mur du sommeil, mais qui sont bien loin de l'être dans le contexte des contrées. Bien évidemment, tout cela est à manipuler avec précaution. Il ne s'agit pas d'en faire un répertoire d'ultrastrements à rencontrer en temps utile par le menu. Comme le Malleus Monstrorum en fait, et comme dans ce dernier pour le coup, attribuer des caractéristiques à ces divinités n'est pas forcément très pertinent, même si à la lecture ça peut s'avérer rigolo. L'essentiel est heureusement ailleurs, dans la description, dans le culte, etc. Et voici pour le contexte et la technique. Maintenant, place à l'aventure. Les contrées du rêve comprend 6 scénarios, chacun dû à un auteur différent. Ce sont des scénarios qui datent un peu, par ailleurs, issus des éditions antédiluviennes du supplément. Ce qui peut avoir son charme. Old school, people, old school, même si ça sent parfois un peu trop la poussière peut-être. Attention, il n'est pas exclu que je spoil comme un porc, en fait c'est même certain. Donc un rêveur averti en vaut deux, je vous suggère, si vous voulez préserver le mystère, d'arrêter là cette vidéo. Le premier scénario s'intitule « Dormir et pourquoi pas rêver », une ligne empruntée à Shakespeare, je cru comprendre, et il est dû à Jeff Okamoto. Mais s'agit-il vraiment d'un scénario ? J'en doute, et pas qu'un peu. Ce très bref épisode tient plus de l'aide de jeu qu'autre chose. Pas malvenue, cela dit, car elle constitue un moyen d'introduire dans les formes des personnages joueurs du monde de l'éveil dans les contrées du rêve. En effet, l'essentiel du soi-disant scénario consiste en un rendu précis et canonique de la descente par les rêveurs des 70 marches les conduisant à la caverne de la flamme,
puis au-delà, s'ils le méritent. C'est que Nash Tekamanta leur pose des questions habituelles, mais jauge aussi le problématique niveau de santé mentale plus mythe de Cthulhu nécessairement supérieur à 75 pour passer. Bon. Au-delà, pour ceux qui ont cette chance, les 700 marches du sommeil plus profond, qui, classiquement, débouchent dans le bois enchanté avec ses zougs curieux. Les précisions s'arrêtent là, mais le scénario est censé se prolonger par un petit voyage vers Ultar, où les PJ doivent retrouver l'homme qui les a attirés ici en mourant dans le monde de l'éveil. Pas un scénario, non, mais en tant qu'aide de jeu, je suppose que cela fait sens. À noter par contre, cette approche me paraît particulièrement adaptée pour un jeu en solo, et nous en avons à vrai dire d'autres exemples par la suite, et même immédiatement. Avec Captive de deux mondes, qui est écrit par Sandy Peterson himself, et qui est cette fois bel et bien un scénario. Mais pour le coup tellement classique qu'il en a presque quelque chose d'un type idéal, ou d'une caricature en fonction de comment vous êtes luné. Les PJ, ou le PJ, dans la présentation du scénario on avance donc qu'il devrait bien fonctionner en solo, se rendent dans le petit hameau de Bensamin, dans le Vermont, tellement ultra dégénéré que Dunwich en comparaison constitue le pinacle de la civilisation et de l'hygiène sociale. Comme de juste le seul type là-bas à avoir l'air normal s'avère en fait un bon million de fois plus gueudin que tous les autres, et foncièrement maléfique. Il a son plan diabolique pour littéralement remplacer l'espèce humaine. Passer cette mise en jambe uber conventionnelle mais potentiellement goûtue, surtout si on gère bien l'ambiance de dégénérescence web trash, je serais à vrai dire tenté d'en rajouter des caisses mais sans garantir que ce soit pertinent, les choses ensuite dégénèrent un peu plus peut-être. D'une manière ou d'une autre, les PJ doivent être faits prisonniers par le grand méchant et ses zélés serviteurs consanguins. Mais pas avant que l'odieux ait lâché, paf comme ça dans la conversation, le nom de Céléphaïs. Et les investigateurs doivent donc comprendre que le bonhomme est un rêveur, fréquentant notamment la ville du roi Curanès, ce qui implique à vue de nez qu'ils sont eux aussi des rêveurs, et c'est plus d'une fois le cas dans les scénarios compris dans ce volume. Les PJ prisonniers sur Terre doivent donc s'évader dans les contrées du rêve et trouver à disposer là-bas du connard, de sorte qu'ils puissent être libres à nouveau dans le monde de l'éveil. Le scénario, qui semble prendre un certain plaisir à envisager que les PJ soient assez stupides pour faire ça, trop stupides pour comprendre que, etc., appuie bien sûr sur le fait que tuer l'oncle maléfique dans les contrées n'est absolument pas une solution, puisqu'il serait toujours vivant dans le monde de l'éveil, et d'autant plus en rogne que les PJ l'auraient ainsi privé de sa friandise onirique. Que faire alors ? Le scénario est cette fois assez libre, même si la probabilité que Curanès lui-même soit le mieux placé pour arranger les choses est un brin appuyé. Corollaire, non seulement les PJ doivent être des rêveurs expérimentés, mais en plus ils doivent figurer dans les petits papiers du roi. On peut sans doute en tirer quelque chose, et les joueurs inventifs seront probablement à même de trouver une solution narrativement et ludiquement intéressante à cette affaire autrement bien banale. J'ai quand même trouvé ça un peu trop plat, mais ma foi, peut-être. On passe à mon sens à quelque chose de bien plus roboratif, avec le scénario suivant, bien plus long par ailleurs, L'élève de Pickman, écrit par Keith Sarber. C'est en tout cas un scénario très riche, surtout comparé au précédent. En même temps, il pêche peut-être justement dans cet atout, car il peut facilement donner l'impression d'un patchwork, ce qui pourrait nuire à l'immersion et à l'ambiance, je suppose, ou pas. Là encore, mais tout à fait expressément, les PJ sont supposés être d'ores et déjà des rêveurs expérimentés quand débute l'aventure. Les investigateurs font la connaissance d'un disciple du fameux peintre Richard Upton Pickman. Enfin, la connaissance, pas vraiment, puisque le dit élève est dans le coma, et se transforme jour après jour davantage en un monstre horrible. C'est qu'il est coincé dans les contrées du rêve, et que le grand ancien Gadamon en use comme d'un portail pour gagner le monde de l'éveil. Petit souci éventuel, c'est peu ou prou également le point de départ du Pays des rêves perdus, le scénario qui conclut ce volume. Quoi qu'il en soit, sur un mode qu'on dirait peut-être aujourd'hui jeu vidéo, les PJ doivent d'abord enquêter de ce côté-ci du mur du sommeil en se lançant sur la piste de 4 tableaux peints par le Globi-Boulga en puissance. C'est ici que l'aspect patchwork est le plus marqué sans doute. Mais peut-être faut-il s'en accommoder car cette enquête est l'occasion de rencontrer des PNJ très amusants, mon chouchou et Jacob le fou, mais aussi de vivre des mini-immersions dans des poches de contrées du rêve, une par tableau. Mais à vrai dire, ces poches n'ont vraiment pas grand-chose de commun avec ce qui est décrit dans ce supplément. Nous avons droit à une virée sur Yugot, avec à la clé une scène horriblement drôle et drôlement horrible, gaffe à l'ambiance, une autre dans une New York morbide envahie par les ghouls, et c'est sans doute la poche la plus pragmatique du scénario, voire plus loin,
une autre encore dans un lieu indéterminé mais qui ressemble énormément à la chambre du comateux, liée à Beldac inclus, ce qui peut là encore déboucher sur un beau cauchemar. Une dernière enfin, Arlier, Grand Cthulhu inclus, et ça pour le coup ça me paraît totalement malvenu, ou en tout cas beaucoup moins pertinent. Puis les joueurs se rendront véritablement dans les contrées du rêve, telles que décrites dans ce supplément. Le scénario se montre d'abord ici très libre, il lâche en fait totalement la main du gardien, lequel est incité avec ses joueurs à broder ensemble pour produire une jolie quête, avec un éventuellement très long périple dans cet univers fantasmatique, impliquant en tout cas à terme le monde souterrain, et ses ghouls, dont bien sûr Pickman lui-même. Bien sûr, le tableau new-yorkais peut donc être un moyen d'abréger radicalement tout ça, à voir ce qui est le plus pertinent. Par la suite, le scénario propose des scènes très intéressantes sur le papier, à base de cimetières très mal fréquentés et de forêts de champignons, mais attention, ces passages sont assez mortifères. Et j'ai l'impression qu'il y a ici une ambiguïté. Notamment, un personnage qui meurt dans les contrées ne peut plus y retourner, c'est la règle de base. Mais ces scènes, et surtout celle du cimetière, semblent envisager plusieurs tentatives successives en dépit de l'issue fatale de la première, éventuellement au-delà. Bon, là je ne sais pas trop. Mais c'est qu'on touche là à un problème plus général du scénario qui aurait bien bénéficié d'une bonne relecture, et si ça se trouve, en anglais comme en français. En plusieurs occasions, il ne se montre pas très clair, ou en tout cas moins qu'il le devrait. Peut-être y a-t-il aussi quelques incohérences. J'avoue avoir été surpris par cette traduction du livre d'Aibon mentionnant Aegyptus pour le symbole de l'encre, alors que l'original est censé être antédiluvien. À moins que cet Aegyptus désigne un état antédiluvien d'Égypte, ou qu'il faille y voir une facilité de cette traduction anglaise du vieux grimoire. Vous vous en foutez? Vous avez sans doute bien raison, mais que voulez-vous, on ne se refait pas. Ceci mis à part, j'ai apprécié ce scénario, sans doute en fait le plus intéressant à mes yeux, avec le pays des rêves perdus. C'est bien pour cela que je trouve un peu fâcheux qu'ils empruntent exactement le même point de départ, ou peu s'en faut. Mais à condition de bien travailler l'ambiance et de gérer adroitement le patchwork, je suppose qu'il est tout à fait possible d'en tirer quelque chose de très intéressant. Ce n'est pas le cas, à mon avis, concernant La Saison de la Sorcière, scénario dû à Richard Thelonious, que j'ai trouvé fort peu à mon goût. Ce scénario, comme son nom le laisse assurément entendre, s'inspire énormément, et c'est peu dire, de la nouvelle de Lovecraft à la Maison de la Sorcière. Et ça pose un petit souci de contexte. En effet, on y pompe la nouvelle donc, mais en y introduisant des variations en fait incompatibles. La sorcière, dont le nom diffère, est morte exécutée et non disparue. La maison maudite existe, mais ce n'est pas la même si l'immigré polonais qui s'en occupe porte bel et bien le même nom. Le locataire de la mansarde n'est pas le curieux étudiant en mathématiques que nous savons, mais une étudiante en histoire à la même université miskatonique, etc. Vous me dites que ce n'est un problème que pour les maniaques d'un bon genre? Vous avez sans doute tout à fait raison. Mais cette incompatibilité avec la nouvelle, pourtant peu ou prou plagiée, se double du coup d'une incompatibilité avec le contenu du supplément consacré à Arkham, postérieur à ce scénario. Bien évidemment, ça ne posera éventuellement problème que dans le cadre d'une campagne à Arkham, et précise encore en one-shot, ça n'a sans doute rien d'un souci. Mais un chouïa de réécriture aurait peut-être permis d'aboutir à un ensemble plus cohérent. Décidément, vous vous en foutez? Ok. Disons que moi aussi alors. Mais le vrai problème est ailleurs. Et c'est, comme dans Captif de deux mondes, le classicisme extrême de ce scénario noyé sous l'étoile d'araignée. L'implication est un peu trop artificielle. Bon, défaut récurrent de l'appel de Cthulhu. L'enquête à Arkham est à vue de nez des plus mollassonnes, et la référence à la nouvelle n'arrange rien à cet égard. Oui, d'accord, j'arrête. Comme dans le scénario de Sandy Petersen, une référence au contrée du rêve, cette fois d'Elaslin, tombe au bout d'un moment comme un cheveu sur la soupe, et elle doit parler au PJ. Donc, là encore, des rêveurs expérimentés, qui n'ont d'autre choix que de s'y rendre. Comme dans l'élève de Pickman, le scénario laisse ici une certaine marge aux gardiens et aux joueurs pour faire mumuse avec les contrées, mais en imposant toutefois quelques éléments guère convaincants, à la limite de la grosse artillerie Heroic Fantasy, j'ai l'impression, avec moult rencontres de vilaines bébêtes et sortilèges. Sauf qu'en l'état, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Je ne prétendrai pas forcément que ce scénario est, à proprement parler, mauvais, il est avant tout trop classique. Mais en tout cas, il ne m'a jamais donné envie de le faire jouer. Alors... On passe à toute autre chose avec Les Voiles Jaunes, scénario de Phil Francis à part dans ce volume, puisque le seul qui se déroule entièrement dans les contrées du rêve. En notant cependant que les personnages ne sont a priori pas des natifs pour autant, puisque la raison avancée pour les impliquer dans tout ça est qu'ils sont différents des autres, et donc sous-entendu de ces rares rêveurs qui visitent les contrées.
C'est pourquoi un personnage non humain, un sarubien vieux de 10 000 ans et longtemps réduit en esclavage, vient expressément leur proposer une quête. Il s'agit de retrouver 2 de ses semblables, peut-être les derniers de leur espèce, et de les libérer de leur sort tragique. Et peut-être à la clé de ressusciter tout un monde aimable et qui leur en saura gré. Ça n'a rien d'une certitude, tout dépendra bien sûr des actions des joueurs, mais le scénario semble privilégier un dénouement aussi heureux que possible, ce qui n'est pas forcément la norme en matière de Lovecrafterie, hein. Dans l'absolu, c'est une bonne idée, mais je n'ai pas été vraiment convaincu par son traitement. Pourtant, le point de départ est plutôt intéressant, notamment avec le cycle biologique complexe des sarubiens, même si j'ai l'impression que les fiches façon bestiaire ne respectent pas tout à fait le cycle tel qu'il est décrit en hangar. Mais en l'état, le scénario est un peu trop posé sur des rails, d'autant que le compagnon de nos héros est censé cette fois les inciter à ne pas lambiner en chemin, contrairement à ce qui se produisait dans la plupart des scénarios précédents. Par ailleurs, le scénario purement dans les contrées du rêve, passé un premier temps tout à fait intéressant, délaisse en fait les contrées du rêve de la Terre pour envisager, mais bien trop hâtivement en l'état, les autres contrées de Sarub, ok, pas mal, et Yundu. Et ces dernières n'ont hélas absolument aucune âme. Tout ceci donc en l'état. Les retours agacés sur ma chronique des 5 supplices m'incitent à préciser que ce qui me paraissait acquis, bien sûr, c'est aux gardiens et aux joueurs de s'accaparer tout ça pour en tirer quelque chose d'intéressant. C'est sans doute faisable. Mais il me semble qu'une critique doit d'abord porter sur ce qui est concrètement proposé par le texte, si cela n'exclut bien évidemment pas un travail d'adaptation sans doute nécessaire ultérieurement. Et sur le papier, ça ne m'emballe pas. Je suis fainéant, hein, ça doit être ça. Ultime scénario de ce supplément, le pays des rêves perdus est sans doute le plus déconcertant. Son auteur n'est bizarrement pas mentionné dans les crédits, un oubli, mais le camarade cube gélatineux m'a expliqué qu'il s'agissait de Mark Morrison. En fouillant un peu sur le web, j'ai lu ça et là de très bons échos concernant ce scénario. Il semble en avoir marqué plus d'un, et d'aucuns vont jusqu'à le citer comme faisant partie des tout meilleurs de l'ensemble de la gamme de l'appel de Cthulhu. Mais avec aussi cette remarque, soulignée d'emblée dans la présentation du scénario, il requiert un gardien et des joueurs expérimentés, car il a son lot de procédés narratifs qui n'ont rien d'évident, et s'éloigne éventuellement des canons holistiques, ou du moins de ceux de l'époque, je suppose que les choses ont pu changer depuis. À une autre note préalable, comme dans la saison de la sorcière, nous trouvons ici plusieurs incompatibilités de background, mais pour le coup c'est peut-être plus fâcheux ici, car ces incompatibilités concernent des éléments expressément décrits dans ce supplément justement. Là encore, m'est avis qu'un peu de réécriture et un souci d'uniformisation, bon, je sais, je pinaille. Comme avancé plus haut, le point de départ de ce scénario est peut-être fâcheusement très proche de celui de l'élève de Pickman, avec un rêveur piégé dans les contrées, et qui sert bien malgré lui de portail, destiné à permettre à une entité des contrées de passer dans le monde de l'éveil. Heureusement, les similitudes ne vont guère au-delà, et globalement, en remplaçant le grand ancien Gadamon, finalement banal, par quelque chose de beaucoup plus insidieux, le scénario décuple tant son potentiel cauchemardesque que sa charge narrative, disons, et c'est en fait essentiel. Mais il y a non, pas un souci, pas du tout en fait, mais disons une difficulté. De tous les scénarios de ce volume, le pays des rêves perdus est, de très loin, celui qui joue le plus de cette corde raide que je mentionnais plus haut, ce qui ressort éventuellement d'un certain humour un peu tordu qui le parcourt de long en large, et ce alors même que le périple des investigateurs ne manque pas d'horreur pure et de déprimant vertige métaphysique, car ce scénario a finalement et en même temps une dimension allégorique marquée qui emprunte beaucoup à la nouvelle Le Bateau-Plan. Le scénario débute ainsi in media res avec une scène parfaitement grotesque qui peut être géniale mais à condition de bien la mener. Sur cette base, nous enchaînons sur une classique enquête préalable dans le monde de l'éveil, mais somme toute assez brève, moins d'une journée en fait et expressément, tout juste le temps d'introduire quelques PNJ amusants et de poser un décor qui aura son sens tout du long, mais n'apparaîtra cependant plus par la suite, et seulement si le gardien se sent de s'y risquer, qu'en hors-champ, disons, une des stratégies narratives avancées par le scénario pour en faire une expérience essentiellement distincte du scénario type de l'appel de Cthulhu. En effet, on passe très vite dans les contrées du rêve, mais celle-ci ne se présente pas ici comme un bloc. On peut sans doute distinguer 3 moments narratifs aux implications bien différentes. L'enquête initiale se dédouble bien sûr dans les contrées du rêve, plus précisément à Delaslin. Là, les investigateurs apprennent que leur cible se trouve à Xura, patelin maudit s'il en est, et où personne ne les conduira. Personne, si ce n'est ces satanés galions verts, à la très mauvaise réputation. Le scénario laisse d'abord une certaine marge, mais pas forcément beaucoup sur ce point. Disons qu'il y a dès lors 95% de chances pour que les PJ montent à bord des galions verts. Deuxième moment, le voyage. Et ses escales éventuelles ?
car sur la côte, les navires longent d'autres patelins très infréquentables, successivement Zac, Zar et Talarion. Ici, le scénario emprunte expressément au bateau blanc, sur un mode qui peut paraître tout d'abord relativement prosaïque, mais qui révèle petit à petit la matière allégorique de la nouvelle de Lovecraft. En fait, comme dans la nouvelle, ces escales sont plus que déconseillées. Encore que, pas par les marins du Galion Vert, qui ricanent tout du long. Les gérer sur le plan narratif peut s'avérer périlleux, mais aussi très enthousiasmant. Par contre, le gardien opérera alors sans filet. Troisième et dernier moment, Xura. Et là, le scénario brise tout ce qu'il pouvait avoir de conventionnel jusqu'alors pour susciter des scènes différentes, impliquant émotionnellement les PJ, car tel est le rôle de Xura. D'où des confrontations individuelles des investigateurs avec leur ego, leurs passions, leurs échecs, leurs craintes, leur conception du monde, et des rencontres censément notées par le gardien, qui a son équation finale pour déterminer comment tout cela se conclura. Et c'est le moment le plus périlleux du scénario, plus que jamais sur la corde raide. Ces scènes bien gérées peuvent sans doute déboucher sur des merveilles et très marquantes pour les joueurs, mais la moindre incartade risque de faire sonner l'ensemble parfaitement ridicule. Le pays des rêves perdus est sans doute un bon scénario. Je n'irai pas jusqu'aux déclarations d'amour extatiques de certains fans, mais dans le cadre de ce seul supplément, il est probablement le meilleur. Mais dans les mains d'un gardien très compétent et avec une table très motivée. En fait, je ne suis franchement pas persuadé que je serais capable pour ma part de mener à bien pareille entreprise. Non, disons même que je ne le crois pas un seul instant. Mais d'autres, peut-être. Le bilan alors? Eh bien, globalement positif, comme on dit, mais probablement plus que ça en fait, en sachant raison conserver toutefois. Quoi que l'on pense de ce choix, le fait demeure. Ces contrées du rêve sont passablement old school, ce qui ressort tout particulièrement de la plupart de ces scénarios. Et à l'évidence, le cadre de jeu des contrées ne saurait convenir à tout le monde. D'aucuns n'y verront, et c'est leur droit, qu'un énième univers de fantasy, pas spécialement palpitant en tant que tel, et éventuellement trop différent de l'appel de Cthulhu classique, pour que l'y apposé fasse encore sens. D'autres apprécieront cette opportunité de subvertir un peu le vénérable jeu, même avec des moyens tout aussi vénérables. Et il y aura ceux qui, tout simplement, goûteront la balade. Une chose que j'ai tout particulièrement appréciée dans ce supplément, c'est qu'il ne se contente pas de décrire un cadre de jeu. Il consacre aussi pas mal de pages à le questionner, à essayer de définir ce qui en fait la sève, ce qui pourrait en faire l'intérêt. Mais ces questions priment comme de juste sur les réponses en laissant une grande latitude à tout un chacun pour s'approprier ce rêve. En fait, d'une certaine manière, le lecteur est appelé à devenir lui-même Curanes, le rêveur qui se lasse de l'Angleterre industrielle et crée par la seule force de ses rêves des villes merveilleuses en un ailleurs idéal, mais qui, à terme, recrée également son Angleterre industrielle dans son rêve, car elle lui manque à son tour. À la différence du roi, le lecteur peut cependant enchaîner les allers-retours, et en cela, il peut vivre des expériences uniques, de ce côté du mur du sommeil comme de l'autre. Liberté. Pour ma part, je ne refuserai pas pareille invitation au voyage. Alors, s'il y a une place sur le bateau blanc, et quand bien même la désillusion serait au bout du périple, comme de juste, je crois que je vais tenter le coup et monter à bord. Le voyage peut, après tout, constituer sa propre récompense. Et à bientôt pour Kingsport, la cité des brumes.